De 1669 à 1842, la production épistolaire fictionnelle en France est absolument remarquable. Plus de 200 titres sont recensés par la BNF pour cette période, qui correspond globalement à plus d'un siècle. Le roman épistolaire n'offre pas une structure formelle homogène dans l'ensemble de ses réalisations singulières. Et donc Frédéric Lalas a classé dans l'exemplier que vous avez dû avoir les principales productions épistolaires fictionnelles selon les critères de cette typologie formelle qu'il a essayé d'établir. Plusieurs typologies sont disponibles pour rendre compte de cette production et proposer une classification plus fine, car derrière le chiffre se cachent de grandes disparités formelles ou thématiques. Le roman par lettres est bien à la mode au siècle des Lumières, en France, comme ailleurs en Europe. On pense par exemple pour l'ère germanique aux très célèbres Souffrances du jeune Werther de Goethe, ou bien à la Pamela de Richardson en 1740, qui a eu une influence non négligeable sur la production romanesque française. On y reviendra. Pour la France, si l'on ne retenait que deux titres, ce seraient les Lettres persanes de Montesquieu, 1721, et la Nouvelle Héloïse de Rousseau, 1761, par exemple, si l'on se fondait sur le nombre de tirages et d'éditions qui furent totalement énormes pour l'époque concernant ces deux titres, deux véritables best-sellers du XVIIIe. Pour situer Evelina, laissons-nous guider par les propos de l'éditeur ou de l'auteur à peine masqué dans sa préface au roman, car il donne lui-même les sources des influences. Et donc c'est une citation qui se trouve à la page 3 de votre exemplier. Yet, while in the annals of those few of our predecessors to whom this species of writing is indebted for being saved from contempt and rescued from depravity, we can trace such names as Rousseau, Johnson, Marivaux, Fielding, Richardson, and Smollett. No man need blush at starting from the same post, though many, nay most men, may sigh at finding themselves distanced. Dans ce panthéon, deux sources françaises sont mentionnées, qui renvoient cependant à deux pratiques totalement différentes de l'épistolaire, tant sur le plan formel que sur le plan thématique. Dans l'ordre chronologique, la vie de Marianne de Marivaux, 1731, et la Nouvelle Héloïse de Rousseau, 1761. Le premier, la vie de Marianne, est en fait un roman mémoire. La forme de la lettre retenue par l'épistolière n'est que le cadre très général servant à l'expression de ses sentiments et à faire le récit de sa vie à une amie. Le second, la Nouvelle Héloïse, est un vrai roman par lettres, polyphonique, et contenant plusieurs épistoliers qui échangent différents types de lettres. On verra plus tard les résumés et les analyses que Frédéric Lalas propose de ces deux textes. Quelques considérations, pour commencer, sur les clés du succès d'un roman par lettres selon l'esthétique des Lumières. Le roman par lettres n'a jamais été défini par des théoriciens du XVIIIe siècle, malgré l'importance que ce type de production a revêtue à cette époque-là. Il est cependant possible de rassembler une série de propos provenant des auteurs eux-mêmes sur leur production, ou de quelques critiques s'intéressant au roman en général. Montesquieu, dans les réflexions sur les lettres persanes, caractérise les potentialités offertes par le roman épistolaire. Je cite: « D'ailleurs, ces sortes de romans réussissent ordinairement parce que l'on rend compte soi-même de sa situation actuelle, ce qui fait plus sentir les passions que tous les récits qu'on pourrait faire. » Montesquieu met l'accent dans son analyse de ce genre romanesque sur l'absence d'intermédiaire dans la narration que rend possible la facture épistolaire. Les acteurs expriment eux-mêmes, directement et à la première personne, leurs sentiments au moment où ceux-ci naissent. Il y a coïncidence entre le temps et le lieu de l'énonciation. De plus, ce procédé permet d'évacuer la figure de l'auteur et de donner accès au mouvement premier de la pensée du cœur. De la pensée ou du cœur, pardon. Le personnage transmet sa vision des choses qui est nécessairement restreinte. Le lecteur ne peut donc savoir que ce que le personnage sait. L'auteur joue de cette composante pour juxtaposer ou intercaler les appréciations subjectives de chaque épistolier et livrer une vision en relief des événements. L'abbé Guyot des Fontaines cerne les spécificités du roman par lettres en l'opposant à d'autres formes de romans. Je crois que vous aviez plusieurs citations de l'abbé Guyot des Fontaines sur votre exemplier. Je cite celle-ci. Vous connaissez mon aversion pour les romans dont les aventures heurtent presque toujours la vraisemblance et dont le style puéril, fade, languissant ou affecté me cause des nausées. À cette caractérisation négative, il oppose un éloge du roman de Richardson, Pamela, ou La vertu récompensée, qui est un roman par lettres anglais, dont l'immense succès en France a influencé toutes les productions, Rousseau, Madame d'Ecoboni et même Laclos,
dans un versant ironique et critique, mais qui intègre complètement la thématique de Pamela. Servons-nous de ce modèle pour apprécier les éléments retenus par l'abbé Guyot des Fontaines. Et là, je cite une citation qui est sur l'exemplier, page 2. Pamela écrit elle-même chaque jour à son père et à sa mère tout ce qui lui arrive, tout ce qui donne à son récit un air de vraisemblance que n'ont point la plupart des romans. En effet, le plus grand défaut des romans ordinaires est de paraître trop roman. C'est un grand art de savoir éviter, comme l'a fait l'auteur de Pamela, l'apparence de l'art. D'ailleurs, le roman dont il s'agit consiste en lettres qui demandent un style aisé et familier. Si la matière du roman de Pamela mérite nos éloges, la forme sous laquelle elle nous est présentée n'est pas moins estimable. L'auteur n'a pas choisi le genre épistolaire sans dessein. Il y a bien de l'art dans le système de ces lettres que Pamela écrit elle-même, immédiatement après les aventures qui lui arrivent. Elles entremènent dans le nœud du roman et contribuent au dénouement par l'effet qu'elles produisent sur le seigneur anglais. D'ailleurs, ces lettres servent beaucoup à la vraisemblance et font un bien autre effet sur le lecteur que le récit historique d'un écrivain ou que des mémoires qu'on suppose écrits longtemps après que les choses se sont passées et dont on rappelle néanmoins les plus petites circonstances. La juxtaposition de ces deux citations permet de situer exactement le dilemme auquel se trouvent confrontés les romanciers, la question de la vraisemblance. Les solutions apportées par le roman épistolaire dans ce domaine portent sur le mode de la narration, où l'épistolier s'exprime à la première personne, chaque jour, tout ce qui lui arrive, immédiatement, et sur la relation qui se tisse entre le destinateur et le destinataire. De plus, à la différence du roman mémoire, qui par son caractère rétrospectif vise à unifier et à ordonner la vie, de telle sorte qu'elle finit par devenir une histoire, le roman par lettres est le compte-rendu d'une histoire qui se déroule au jour le jour et dont on ne connaît pas l'issue. Le roman mémoire est à l'image de l'autobiographie, qui propose le récit d'une vie où le sujet, parti de ses origines lointaines et incertaines, se rejoint lui-même à la fin du volume. La fonction conative de la lettre se lit dans les réactions du destinataire, l'effet qu'elles produisent sur le seigneur anglais. La lettre, instrument de la narration, est aussi instrument de l'action. La dimension pragmatique de la lettre, qui n'a de sens que si elle est adressée à quelqu'un, apparaît pleinement ici. Car la lettre ne contient pas seulement un récit, une confidence, elle est aussi un discours destiné à agir sur autrui, à provoquer une réponse ou une réaction. Par la mention du dénouement, Desfontaines signale l'adéquation de la forme et du fond. Un roman par lettres est un roman où l'action se fait par les lettres, et pas seulement un roman où les lettres servent de cadre au récit de l'action. L'attrait principal que ce type de roman offre au lecteur réside dans le contact direct qui permet de participer plus efficacement au sort des personnages, à l'effusion des sentiments. Cette proximité est rendue possible par le choix d'un style familier qui imite le style naturel, relâché, d'un échange privé. Le commentaire de l'abbé Guyot des Fontaines cherche à montrer la supériorité du roman par lettres en l'opposant au roman ordinaire qui est un roman affichant sa vraie nature. L'art suprême réside dans l'absence de l'art. Ce qui ressort de ces commentaires, c'est l'apologie implicite de la dissimulation qu'elle contient. Le roman par lettres est l'art du masque réaliste qui colle à la peau de la vie elle-même. C'est un grand art de savoir éviter l'apparence de l'art. La qualité de l'imitation, de la ressemblance absolue, réside dans le choix de la forme romanesque. La lettre offre un discours à la première personne et se trouve connotée d'intimité. L'artifice supplémentaire permis par le péritexte est une métaphore d'un travail d'édition. L'éditeur a des allures de professionnel de l'édition, qui éditerait quelques correspondances méconnues. Le discours de l'éditeur mime un langage technique, précis, où les mots renvoient à des activités éditoriales réalistes. Or, ces termes peuvent se lire métaphoriquement, ou alors ne visent plus leur signifié premier, mais par un phénomène de décalque, ils visent au travail de la création littéraire. Cependant, ce recours à un travestissement semble déposséder complètement l'auteur de ses droits et laisser une existence trop grande à l'œuvre elle-même. Ce camouflage devient ambigu à force d'être parfait, et s'il déroute parfaitement le lecteur, il a irrité certains romanciers qui, par l'introduction d'un discours ironique dans leur préface, ont ébranlé la machine. Le roman par lettres semble une hyperbole du roman, un roman double, composé en deux parties qui livrent deux histoires contiguës mais profondément hétérogènes, ce qui lui confère un air de duplicité. Cette existence ambiguë, il parvient à la dissimuler magistralement,
grâce au discours péritextuel, et s'affiche sous un jour neuf, dépouillé de tout excès. Dans les propos de Desfontaines, le roman épistolaire se construit sur le non-roman, le nona. Son être même, sa nature de roman, est perçue comme ce qu'il doit fuir, pour ne garder que son apparence. Mais ce décalage entre l'être et le paraître, entre l'essence véritable du roman, la fiction, et son objet impossible, le vrai, est au cœur du roman épistolaire, qui parvient à un moment à établir un équilibre illusoire à force de faire pencher la balance du côté de la vérité. Cette inadéquation, les liaisons dangereuses de Laclos en font le thème même du roman. Le grand principe des deux libertins, que Madame de Merteuil porte à sa perfection, c'est de savoir manipuler l'apparence, le langage, les sentiments, à tel point que l'autre, la victime, s'y trompe et succombe sans avoir soupçonné un instant la supercherie. Parce que le roman épistolaire place au premier plan les épistoliers acteurs, il est un double parfait, une copie d'une correspondance réelle, ce qui fait que l'on voit moins que c'est un roman. De plus, la participation au malheur des héros est directe. L'effet de la catharsis est proche de celui que permet le théâtre. La curiosité se comprend de la part du lecteur dans le désir qu'il a de découvrir une intrigue qui se construit sous ses yeux, qui progresse au coup par coup, qui conserve l'aspect fragmentaire, éclaté, incomplet de la vie. Le lecteur doit redoubler de vigilance pour suivre le déroulement d'une intrigue rebondissant de lettre en lettre. Diderot pousse plus loin l'analyse du rôle du lecteur dans son éloge de Richardson, et c'est une citation qui se trouve page 3 sur les Templiers. Oh Richardson, on prend, malgré qu'on en est, un rôle dans ses ouvrages, on se mêle à la conversation, on approuve, on blague, on admire, on s'irrite, on s'indigne. Combien de fois ne me suis-je pas surpris, comme il est arrivé à des enfants qu'on avait menés au spectacle pour la première fois, criant « Ne le croyez pas, il vous trompe. Si vous allez là, vous êtes perdu. » Mon âme était tenue dans une agitation perpétuelle. Combien j'étais bon, combien j'étais juste, que j'étais satisfait de moi. J'étais au sortir de ta lecture ce qu'est un homme à la fin d'une journée qu'il a employé à faire le bien. Cette proximité de la voix des personnages ainsi que l'effacement de l'auteur permettent l'adhésion sentimentale au lecteur qui peut s'identifier à eux. Le sens de la fiction est inscrit dans l'identité du texte épistolaire, pensé comme une communication dont le lecteur est le garant. L'enthousiasme de Diderot à la lecture des romans épistolaires de Richardson se comprend mieux. Indirectement, se mesurent plus justement les solutions que ce genre a apportées dans la résolution des problèmes auxquels le roman peut s'enfronter. Les procédés de l'illusion mis en œuvre par le roman épistolaire à cette époque pour échapper aux critiques posées sur lui font partie intégrante de sa définition. Sans lire l'ensemble de la communication, j'ai donné quelques indications sur la typologie que proposait Frédéric Calas et évoquer une typologie thématique, pour commencer, qui est en deux grandes parties. D'abord la veine persane et ensuite la veine sentimentale. Donc je commençais surtout par évoquer les lettres persanes et l'intérêt de ce type de roman épistolaire. Donc la veine persane, une mode, une philosophie, une forme-sens. C'est à Montesquieu que l'on doit l'introduction en France de romans épistolaires dont la composante diégétique essentielle est la venue en France ou en Europe d'étrangers qui la découvrent d'un œil neuf et naïf. En 1721, sous anonymat, paraissent à Cologne, chez Pierre Marteau, un faux nom, un faux lieu, les lettres persanes. Anecdote, les étudiants de lettres modernes ont les lettres persanes à l'agrégation cette année, ils auront la vie de Marianne l'année prochaine. Donc, un regain du roman épistolaire peut-être. Alors, qu'est-ce qu'un roman épistolaire de titre persan? Le choix du scénario pour commencer. On découvre sans peine que celui des lettres persanes coïncide avec l'archétype de la fiction. C'est l'histoire d'une quête d'identité, d'une appartenance clanique. Dans la métaphore du voyage entre la Perse et la France, va se déployer toute une série de réponses possibles à cette question fondatrice. L'épreuve de l'identité se fait dans le miroir de l'autre. Qui sommes-nous? Sommes-nous la somme de nos croyances, de nos habits, de nos habitudes, de nos discours, de nos fictions? Au cœur de l'entreprise résonne fortement cet énoncé prononcé par un Français anonyme, comment peut-on être persan, qui pourrait bien se lire comme une terrible marque de mépris et de réassurance pour l'énonciateur et le groupe auquel il appartient. La lettre 30 se termine brutalement sur cet énoncé, que le narrateur ne prend pas en charge et qui s'affiche intransitivement dans la brutalité de sa survenue. Montesquieu essaye d'élargir l'horizon identitaire de son public, entreprise à haut risque.
Pour y parvenir, il faut encore une fiction, mise en abîme celle-ci, la petite mythologie des troglodytes, histoire simple d'une communauté unie au prix de bien des errances. L'essentiel réside donc moins dans l'histoire racontée que dans la satire sociale, religieuse et politique qui est menée sous le couvert du voyage de personnages étrangers. C'est l'idée ingénieuse de Montesquieu que de choisir des étrangers pour parler de nous, comme s'ils étaient les explorateurs et nous les indigènes. Mais c'est surtout le choix de parler du réel par le biais de la fiction, telle exotique, qui constitue la part d'innovation la plus grande et va assurer le succès de l'œuvre. Ce n'est pas tant une mode que lance Montesquieu qu'une trame, un canevas reproductible jusqu'à l'usure par ses imitateurs. Ce scénario, qui est simple, un étranger visite la France et la découvre d'un œil neuf, donnera naissance à de nombreux autres ouvrages. Ce scénario satisfait à l'une des attentes des lecteurs, celle de suivre les méandres d'une histoire communautaire et identitaire que l'on peut repasser à l'infini. Cet étranger, qui n'est pas encore un envahisseur ni un extraterrestre, me conforte dans l'idée que j'ai de moi et de la communauté à laquelle j'appartiens. Mais ce n'est pas du storytelling. Même si ce type de production en a la forme, il n'en a pas la visée. En effet, ce qui est audacieux dans l'entreprise de Montesquieu, comme dans celle de Madame de Graffigny ou de Voltaire, c'est que l'histoire n'est pas seulement racontée pour conduire à l'affirmation de l'identité des lecteurs, mais pour lézarder ce sentiment fort, parfois paranoïaque, auquel conduisent le communautarisme et les croyances, d'une vision unique et monolithique du monde et des choses. Le relativisme est une leçon de philosophie qui dit quelque chose à propos de la différence, de l'autre, de moi, et qui dit aussi que ce quelque chose n'est pas un discours univoque. C'est l'autre raison du succès des lettres persanes et de leur validité 300 ans après. La nature même de nos sociétés n'a pas changé. Elles se construisent toujours sur des valeurs que certains cherchent à défendre, parce qu'en retour, elles leur assurent une identité. Donc, deuxième genre, la veine sentimentale, ou l'expression de la sensibilité et de la sentimentalité. En France, on peut identifier une œuvre matricielle à l'histoire éditoriale particulièrement riche et complexe. Il s'agit des Lettres portugaises, parues sous anonymat en 1669 chez Claude Barbin, encore une parution anonyme. L'auteur ne fut identifié qu'en 1963 par deux chercheurs de la Sorbonne. Pendant 3 siècles, on a cru à l'authenticité de ces lettres et pensé qu'elles avaient été réellement écrites par une religieuse enfermée dans un couvent au Portugal. Ce roman, premier du genre en France, a eu une influence considérable sur la production romanesque générale. Frédéric Gallas ensuite consacre un certain nombre de considérations à une comparaison entre les lettres portugaises et les lettres de Madame de Sévigné. Vous avez quelques exemples sur votre exemplier, mais je passe pour arriver à la Nouvelle Héloïse. Donc le chef-d'œuvre de la sensibilité à l'ère pré-romantique, la Nouvelle Héloïse de Jean-Jacques Rousseau, 1761. La communication est transparente dans la Nouvelle Héloïse parce que chaque lettre est un portrait de l'âme. La correspondance se développe naturellement car les obstacles rencontrés par les héros résident à l'extérieur de leurs relations. Il n'y a aucun projet de manipulation dans l'œuvre, mais un désir d'union, une soif d'expression. Les opposants sont représentés par la société, l'opposition des parents au couple de Saint-Preux et de Julie, le mari non aimé. Le noyau de l'œuvre est la correspondance des amants, correspondance aux deux sens du terme, échange épistolaire et union parfaite. Avec la Nouvelle Héloïse, l'épistolaire atteint la perfection. Dans ce roman, grâce à ce choix d'écriture et de composition, Rousseau propose une vision accomplie de la naissance des sentiments chez les protagonistes, leur évolution, leur essor et les retombées sur la vie de chacun d'eux. L'étude psychologique évolue de lettre en lettre, s'affine, se diversifie, pour calquer tous les mouvements du cœur, car ce qui prime, c'est l'immédiateté de l'affect, vécu dans le moment même de l'acte d'écriture qui le supporte et le fait être. La vérité des sentiments se dévoile alors pleinement dans un mouvement qui fait coïncider la naissance de la sensation et son écriture, mais aussi privilège suprême de l'effet épistolaire, sa lecture et sa découverte par le lecteur, comme s'il assistait lui aussi à la scène. L'intrigue frappe par sa simplicité. Précepteur de Julie, le roturier Saint-Preux s'éprend de la jeune fille. L'amour naît entre les jeunes gens, mais la différence de condition est un obstacle pour le père de Julie. Il congédie le précepteur qui se réfugie à Paris. Julie épouse, sur les pressants conseils familiaux, un gentilhomme plus âgé, M. de Volmar. Il revient à Clarence, retrouve le couple qui a 2 garçons. Les 2 hommes se lient d'amitié. Il part ensuite pour l'Italie avec Miller-Édouard. Pendant ce temps, Julie meurt d'une forte fièvre après s'être jetée dans le lac pour sauver son fils de la noyade. Saint-Preux ne la reverra pas vivante.
Monsieur de Volmar fait le récit de cette mort tragique à Saint-Preux et lui envoie la dernière lettre de Julie. Alors, quelques considérations sur les techniques du rendu de l'émotion. Les personnages principaux de l'œuvre possèdent chacun des traits de caractère qui leur confèrent une psychologie nettement individualisée. Julie se distingue par la finesse de son âme, de son caractère, par sa propension à la passion et à la rébellion. Saint-Preux a l'imagination vive, la rêverie lui sert de refuge. On voit évoluer au fil des lettres leur caractère. Julie se résigne, accepte un rôle de mère dans lequel elle trouve un certain épanouissement. Après un long voyage, Saint-Preux revient plus serein, plus sage de cette expérience. Dans ce roman fleuve règne cependant un ordre décelable dans la figure de Volmar, celui de la morale et de la religion, pôles vers lesquels tendent tous les personnages. Mais ce désir de morale est contrebalancé par la puissance de l'amour et de la passion. En effet, le couple Julie-Saint-Preux est brisé d'emblée par la volonté du père de Julie. Leur relation est alors inéluctablement marquée par le sceau de cette déchireuse qui nourrit le douloureux discours de leur passion entravée. Il tâche cependant de vivre cette séparation, propice à l'épanchement épistolaire, sous le signe de la lucidité, conçue dans le roman sous le mode de l'examen de conscience. Le langage des lettres et des cœurs est moins transparent qu'il n'y paraît au premier abord. On lit un désir de morale, mais on décèle rapidement le désir inverse, fait de passion, de fusion des êtres et des cœurs. Se voulant la forme par essence de l'expression des sentiments et des émotions, le roman épistolaire utilise toutes les ressources de la fonction émotive pour livrer les variations des cris du cœur et leurs expressions au moment où elles voient le jour. Omniprésente dans le texte de Rousseau, cette fonction participe de cette connotation propre à la forme épistolaire de cette période, voulant mimer le vrai et livrer le réel à l'état brut. Elle fait entendre tous les états d'âme des personnages dans leurs moindres intonations. Elle permet de capter l'émotion immédiate et les vibrations momentanées de la sensibilité et concrétise ainsi l'émotion subjective. Elle s'apparente à un type de discours très personnel, en étroite liaison avec l'emploi de la première personne et du présent de l'indicatif. Il s'agit de révéler l'intimité, la menue réalité de la vie des personnages, de les faire parler pour les rendre réels, pour qu'ils se différencient les uns des autres. La syntaxe affective signale que le lieu de l'événement se déplace vers le fort intérieur et le temps de l'action se concentre sur l'instant vécu. C'est un exemple, un extrait de La Nouvelle Héloïse qui se situe à la page 3 de l'exemplier, je cite. J'arrive plein d'une émotion qui s'accroît en entrant dans cet asile. Julie, me voici dans ton cabinet, me voici dans le sanctuaire de tout ce que mon cœur adore. Ô spectacle de volupté, la baleine a cédé à la force de l'impression, empreinte délicieuse que je vous baise 1000 fois. Dieu, Dieu, quand sera-ce quand Julie vient, vole, je suis perdue. L'ouverture de la lettre se fait sur le mot fracassant d'émotion, porté au plus haut degré par la formule quantifiante plein d'eux. Cette émotion va déferler sur le texte, puisqu'elle s'accroît, créant un phénomène d'hyperbole. Le relais de ce vocabulaire marqué se fait par des exclamations propres à traduire la surcharge effective « Julie, oh ma Julie ». C'est un vrai cri qui couvre le texte. L'exclamation accompagne les temps forts du sentiment et apparaît comme figure dominante du texte, combinée au point de suspension pour signifier le comble de l'émotion, l'impossibilité à s'exprimer dans laquelle se trouve le personnage. La fin du texte n'est qu'une cascade d'exclamations. Ciel, ô désir, ô crainte, ô palpitations cruelles, on ouvre, on entre, c'est elle, c'est elle. L'interrogation relaie l'exclamation pour susciter la présence de l'autre, puisqu'elle est une version souvent plus affirmée de la fonction persuasive, créant presque la proximité d'un dialogue. Elle fait dans ce passage de Rousseau le commentaire de la situation dans laquelle se trouve Saint-Preux. Serait-ce ton barbare père? Enfin, l'emploi en ouverture des présentatifs confirme cette imprégnation du texte par la syntaxe affective. Saint-Preux nous fait pénétrer dans cette chambre par un jeu savamment agencé sur des pronoms personnels suscitant la proximité. Me voici dans ton cabinet. Le présentatif est le constituant de base, la manifestation première d'une parole quelques considérations sur les vertus du présent maintenant. La saisie immédiate d'un sujet par lui-même est rendue par le choix de la temporalité, en l'occurrence le présent de l'indicatif. Les lettres de la Nouvelle Héloïse tendent au compte-rendu instantané et contemporain de l'événement vécu. Cet effet de direct efface toute différence entre le discours narratif et l'univers représenté. La lettre ne s'écrit qu'en fonction du présent et permet des effets de direct. Le caractère pragmatique de cet acte de narration immédiate se lit dans la mesure où l'émotion du personnage ou sa réaction influence le destinataire. Le lecteur découvre les choses en même temps que le personnage.
Saint-Preux est dans le cabinet où il attend Julie, se met à lui écrire en l'attendant. Il continue même sa lettre au moment où la jeune fille apparaît. Ô désir, ô crainte, aux palpitations cruelles, on ouvre, on entre, c'est elle, je l'entrevois, je l'ai vue, j'entends refermer la porte. Mon cœur, mon faible cœur, tu succombes à tant d'agitation. Ah, cherche des forces pour supporter la félicité qui t'accable. Le présent déborde le cadre de la lettre dans cet exemple, puisqu'il est absolument contemporain de l'événement décrit. Le présent épistolaire est très proche de celui utilisé par le théâtre, fondant par là une grande parenté entre ces deux genres du point de vue de l'emploi de l'énonciation et dans l'économie de la gestion de la question qui parle. Le présent a pleine valeur de cautionnement, de transparence, par son emploi systématique dans ce roman. Il développe à lui seul une mythologie du vrai. Il nie le mensonge du roman car il confère à la lettre le statut de vraie lettre. L'usage du présent, dans la forme épistolaire romanesque, donne à l'imaginaire du lecteur la fonction formelle du réel. Il cherche toujours à rendre l'actualité du sentiment, de l'action, de l'idée. À la limite, il transcrit des affirmations vérifiables dans l'instant même de l'énonciation et se trouve investi d'une valeur ontologique. C'est en effet la conjugaison de la spontanéité de l'écriture et de la spontanéité du sentiment dans le présent qui assure l'authenticité de la narration épistolaire. Il faut cependant noter que cette parfaite adéquation du temps de la narration et du temps de l'action, que Richardson nommait « writing to the moment », demeure rare. La narration épistolaire ne remonte jamais bien au-delà de quelques heures. Le récit rétrospectif à caractère autobiographique sera senti comme artificiel. Dans la lettre, le temps qui sert de référence est le temps de la situation d'énonciation. Le succès de la nouvelle Héloïse est dû en grande partie à cette technique de composition. De plus, la souplesse de la forme épistolaire permettait d'ajouter au débat intérieur des personnages des considérations plus générales touchant à la politique, l'économie et surtout à l'occasion du mariage de Julie, à l'éducation des enfants. Ces thèmes, à portée plus générale et plus philosophique, se trouvent parfaitement intégrés à la trame romanesque qui ne trahissent pas, puisque leur mention suit la même évolution que celle des protagonistes que l'on voit à différentes étapes de leur vie. Les personnages se construisent dans cette œuvre, dans leur discours, qu'il soit discours intérieur, c'est-à-dire examen de conscience, ou discours frotté à la parole de l'autre, quand la lettre se fait dialogue ou débat. La progression et la construction psychologique y gagnent en profondeur et en vraisemblance. Je vais passer quelques considérations sur l'aveu et m'intéresser tout particulièrement sur la lettre prétexte ou narrateur postiche et terminer sur le cas de la vie de Marianne de Marivaux, qui est également mentionné par Burney dans sa préface. À l'ouverture de la lettre, le personnage épistolier expose les raisons qui motivent le choix de la forme épistolaire, ce qui montre que dans ce cas, ce n'est plus l'absence qui est le moteur du choix de la forme de communication. D'ailleurs, le roman épistolaire se justifie par le procédé narratif auquel il a recours. C'est la situation de départ, situation mimétique d'une séparation réelle entre les correspondants qui définit le mode de communication. La lettre mémoire, genre auquel appartient la vie de Marianne, est un genre double. Des mémoires sont adressées par lettre à un tiers qui en est le destinataire. La structure dialogique, l'échange de lettres, existe seulement au niveau extérieur où il accueille la source qui produira la narration. Il lui sert de cadre, mais ces lettres n'interviennent pas dans la progression de l'action. Il n'a en rien pris part à l'action, ni à la vie que le personnage épistolier raconte. Ce dernier, d'ailleurs, comme nous l'avons déjà dit, se dédouble sous les traits d'un narrateur et d'un personnage qui est lui-même à des époques différentes de sa vie. La lettre devient prétexte à un récit, à un exposé, à coloration autobiographique. Dans la vie de Marianne, le destinataire fait le récit de sa vie au destinataire pour le divertir en réponse à la demande de ce dernier. Je cite, je crois que c'est sur l'exemplier aussi, mais enfin, puisque vous voulez que j'écrive mon histoire et que c'est une chose que vous demandez à mon amitié, soyez satisfaite, j'aime encore mieux vous ennuyer que vous refusez. Cette amie, la marquise, à qui les 11 lettres chapitres sont adressées, reste absolument extérieure à l'action, qui n'évolue pas par lettres. Celles-ci en contiennent uniquement le récit. Sur le plan narratologique, nous avons affaire, dans le cadre d'un récit à la première personne, à une prise en charge de la narration par le personnage. C'est sa perspective qui prime. Mais il porte un regard rétrospectif sur sa vie et se trouve donc amené à s'introduire lui-même dans sa narration en tant qu'acteur.
Un décalage temporel s'instaure alors entre les deux instances, le je narrant et le je narré. Le premier en sait plus que le second et peut se permettre des commentaires interprétatifs ou moralisateurs parce qu'il connaît la clé des situations et leur dénouement. Le personnage qui fait le récit de sa vie se trouve sur le même plan qu'un narrateur omniscient, car il connaît le déroulement de sa vie au moment où il en fait la narration. Il ne peut donc pas faire abstraction de ce savoir qui fausse la perspective narrative en l'attirant vers le passé. Ainsi, le récit se construit sur un va-et-vient entre la relation d'un événement tel qu'il fut vécu par Marianne et son commentaire par la narratrice. Je cite : « Ensuite, je partis interdite sans savoir ce que je pensais moi-même, sans avoir ni joie, ni tristesse, ni peine, ni plaisir. On me menait et j'allais. Qu'est-ce que tout cela deviendra ? Que vient-il de se passer ? Voilà tout ce que je me disais dans un étonnement qui ne me laissait nul exercice d'esprit et pendant lequel je jetais pourtant un grand soupir qui échappa plus à mon instinct qu'à ma pensée. Le recours à des interrogations lancées ici sans réponse nous replace dans la perspective qui était celle de Marianne au moment où elle vécut cet incident. Les interrogations et les verbes futurs laissent l'avenir ouvert. Par ailleurs, une réflexion sur ce qui vient de se passer nous ramène à la vision et à l'interprétation de la Marianne âgée. Je cite : « Je compris d'abord à ce discours qu'elle était bien aise elle-même de connaître un peu mieux son sujet et de savoir à qui elle avait affaire. Mais observez, je vous prie, le tour honnête qu'elle prenait pour cela et avec quel ménagement pour moi, avec quelle industrie elle me cachait l'incertitude qui pouvait lui rester sur ce que je lui disais et qui était fort raisonnable. On ne saurait payer ses traits de bonté-là. » La dernière phrase de cette citation renferme la morale que Marianne extrait de la conduite de sa bienfaitrice qu'elle érige en modèle. Comme le dit Jean Rousset, je cite, « Le roman de Marivaux est construit sur ce décalage d'un temps de l'expérience et d'un temps de la narration, d'un temps de la spontanéité obscure et d'un temps de la réflexion spectatrice. Cette combinaison des points de vue et des temporalités divergentes confère à ce roman sa structure profonde, plus que ne le fait l'enveloppe épistolaire dont il s'est travesti et qui reste un masque. La vérité du récit n'est pas là. À la différence d'une narration épistolaire, où nous avons adéquation parfaite du personnage acteur et du narrateur, nous avons ici clivage, et donc affaire à un type de narration qui s'apparente bien plus en fait aux techniques du roman mémoire plutôt que le roman épistolaire tel que la nouvelle égoïste peut le définir. Pour terminer, quelques considérations sur le temps dissocié dans la lettre mémoire. La vie de Marianne de Marivaux met en scène une héroïne qui fait le récit de sa vie à une amie. Le texte a donc un caractère rétrospectif. L'héroïne est dédoublée sous les traits de la narratrice âgée et du personnage. Cette œuvre relève du type de narration ultérieure qui permet des effets de contraste entre le personnage au début de sa vie et le personnage à la fin de sa vie. L'unité de point de vue de cette œuvre est la même que celle des romans mémoires. Elle réside dans un jeu optique entre le temps passé, vécu par le personnage dans son immanence, et le temps présent, qui est celui de la narration, temps de la prise de conscience et du savoir. Dans l'œuvre de Marivaux, à la différence du roman par lettres, on assiste à une collusion permanente des temporalités passées, présentes et à venir. L'intérêt et la spécificité de ces œuvres résident dans ces jeux de points de vue que permet le clivage temporel. Il y a une illusion du présent dans ce genre de texte qui brouille quelque peu leur nature et rend de ce fait problématique leur classement. Le narrateur connaît la fin de ses aventures. Dans un roman épistolaire, rien ne laisse présager l'issue de l'histoire. Cet écart entre les deux techniques est un trait stylistique qui permet de les caractériser. La lettre rend possible une correspondance par l'adéquation du je narrant et du je narré entre le temps de la narration et le temps de l'action. Ce temps est à l'image de la lettre, nécessairement fragmenté. Mais parfois, ce phénomène est souligné par la chronologie. Dans les lettres mémoires, au contraire, l'impression qui se manifeste est celle d'un temps continu. Comme le fait remarquer Jean Starobinski à propos de l'autobiographie, il y a un double écart que l'on trouve également dans le roman mémoire. Je cite, « un écart temporel et un écart d'identité ». Cependant, ils n'ont pas le même degré, et c'est l'écart temporel qui fonde la spécificité de cette structure narrative. L'indice personnel, « je », reste le même, malgré les changements occasionnés par la différence d'âge entre le narrateur et le personnage. D'ailleurs, ce type de roman obéit à la logique de l'autobiographie, contrairement au roman par lettres. Ce qui empêche en outre de le rattacher à l'autobiographie, c'est l'aspect dialogique, puisqu'au moins deux personnes communiquent et que dans le cas de forme polyphonique, on a une multiplication de personnages. L'autobiographie se caractérise quant à elle par l'unicité du personnage narrateur. Et pour conclure, les éléments présentés ici, et présentés de manière partielle, puisqu'il a fallu que je coupe un peu, ne sont que des jalons
et dans l'histoire du roman épistolaire français, et dans les différents outils de classement que l'on peut utiliser pour rendre compte de la grande variété de formes et de thèmes que cette étiquette générale mais commode regroupe. À partir de 1740, c'est-à-dire à partir de Pamela, les jeux d'influence entre la littérature anglaise et la littérature française s'accroissent et certaines œuvres se répondent. L'épistolaire est à la mode de 1740 à 1782, et le thème de la jeune fille qui entre dans le monde devient très vite topique, au point que Laclos, lecteur de Burney, traitera sur un mode ironique et cruel cette topique dans les liaisons dangereuses, portant le genre et le thème au paroxysme de son expression, tout en dénonçant tout ce qu'il y avait de mièvre et de moral dans le traitement de ce thème par ses illustrations